Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Bienvenue dans la nuit de la culture giennoise. Alors que l'on espérait une réouverture des lieux culturels assez rapidement, ces derniers devront attendre 2021 pour une éventuelle reprise. Une décision qui a poussé une petite poignée d'amoureux de la culture à imaginer cette émission et à vous faire découvrir des artistes locaux. Pour défendre la culture, il faut tout simplement l'aimer. Je m'appelle Jean-Marc Lancelot et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure. Allez, cultivons-nous, élevons notre esprit et survolons toutes les cultures, ensemble. Nous quittons les superbes images de Samuel, images aériennes de Gien, pour nous retrouver ici, un peu plus au chaud, pour parler de cette nuit de la culture, avec l'initiateur de cette nuit, Julien. Oui, bon alors initiateur, je sais pas, en tout cas j'ai eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. Oui, peut-être, mais très vite cette idée elle m'a dépassé. Quand on s'est appelé, t'as adhéré, toute l'équipe après a adhéré. Et finalement aujourd'hui c'est l'idée d'un collectif, l'idée d'un groupe. J'espère que tout le monde aura une bonne émission et que voilà, ça va plaire un petit peu à tout le monde. On va dire comment elle va se passer cette Oui, émission. bien sûr, tout à fait. Donc il va y avoir plusieurs plateaux. On va parler de plusieurs cultures musicales, on va parler de danse aussi, on va voir un extrait aussi d'un spectacle, et puis aussi des plateaux avec donc des musiciens, des jeunes, des moins jeunes, enfin voilà, donc, et tout ça en 1 heure. Là, nous avons ici sur ce plateau en fait une partie des gens qui ont collaboré à l'émission. Alors, Voilà. On va les présenter rapidement. Chloé, qui s'est occupée de la partie communication et organisation du coup aux côtés de Julien, avec des études du coup dans les relations presse-relations publiques. Donc je l'ai aidé à communiquer autour de l'événement. Justine. Oui, alors moi je suis juste partenaire, donc représentante de l'Office de tourisme de Gien, et bien évidemment l'Office de tourisme de Gien est sensible, se veut sensible à l'activité culturelle, d'autant plus que cette émission rentre parfaitement en phase avec nos valeurs de découverte, de convivialité et de partage. Ça, c'était préparé. Samuel, alors Samuel, je vous en ai parlé au tout début de l'émission, c'est lui qui a notamment droné, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense droné les images. On peut le dire. On peut le dire, on peut inventer aussi des mots, c'est agréable. Donc les images aériennes du générique, et on va en revoir aussi pendant toute l'émission, on va vraiment se balader et en profiter au maximum parce qu'elles sont magnifiques. Samuel et Nathanaël, vous êtes tous les deux photographes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est Samuel qui a été contacté en premier par Ouais, Julien Julien. m'a contacté. Après, on travaille à 2 avec Nathanaël parce qu'on a on ouvre un studio sur Gien. Et très vite, le projet nous a plu parce que c'est une manière de s'impliquer au niveau de la vie sociale locale. Et le projet nous a tout de suite embarqué avec son énergie, sa bonne humeur. Et on a été très rapidement conquis par le projet et très heureux surtout d'y participer. Ouais, effectivement, quand Sam m'a parlé du projet, j'ai trouvé ça super intéressant. La culture, faut que ça bouge. On sait que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué actuellement. Pour avoir pas mal d'amis musiciens et étant moi-même musicien, je sais que c'est vraiment un gros souci à l'heure actuelle. Et donc du coup, c'était évident pour moi et pour nous qu'y participer, c'était top. Je pense qu'on a oublié finalement de présenter quelqu'un dans cette émission, quelqu'un qui a beaucoup participé à cette émission, quelqu'un qui, je crois, sans qui l'émission n'aurait pas eu cette qualité et ce résultat, en tout cas on l'espère, une qualité qui vous plaira. Et ce quelqu'un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Jean-Marc. Il a l'air surpris. Et je pense que... Alors on est en début d'émission. J'étais surtout inquiet, je disais, mince, on a oublié quelqu'un. Oui, on est en début d'émission, mais je pense qu'on peut vivement l'applaudir et le remercier pour tout son travail de montage aussi. On ne le voit pas, mais l'émission est montée et ça a pris beaucoup de temps. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. Vous gardez ces applaudissements.
car nous accueillons maintenant le premier moment musical de l'émission. Et nous retrouvons tout de suite Nicolas Vicno. Ça va être...
Nicolas Vicno avec son titre Légère brume sur la Loire, premier plateau de l'émission, plateau Histoire. Que ça ne vous fasse pas fuir, car nous allons parler de quelque chose dont les Giennois étaient très sensibles, les fêtes historiques de Gien. Et pour en parler, nous accueillons... Alors Michel Tissier, je suis un passionné d'histoire depuis mon enfance et spécialement de l'histoire de Gien. Alors du coup, moi vous m'avez déjà vu tout à l'heure, mais c'est vrai que je fais aussi des études d'histoire et je suis donc en deuxième année de master en histoire contemporaine et je travaille sur le Giennois rural de 1848 à 1914 et voilà, ça me passionne beaucoup. Alain Reculé, eh bien moi je suis Giennois tout simplement et je vais pouvoir témoigner en tant qu'ancien qui a vu pas mal de ces fêtes. Jean-Pierre Jatteau, j'ai vécu de très près ces fêtes avec mon père et j'ai suivi tous les travaux qu'il devait faire et la préparation. Donc beaucoup d'anecdotes, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et puis nous avons en visioconférence, parce qu'il n'a pas pu être là, parce qu'il fallait qu'on respecte aussi un nombre de personnes dans cet endroit, Antoine Estienne. Absolument. Alors, moi je suis Antoine Estienne, bonsoir à tous. Je suis guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, agréé par le ministère de la Culture. Et je suis historien de l'art médiéviste. Je travaille sur différentes thématiques, et notamment sur le Gien médiéval. Quelles ont été les fêtes historiques de Gien, Michel ? Il y a eu déjà des fêtes historiques avant la guerre, mais après la libération, un certain nombre de fêtes se sont organisées. D'abord les fêtes Renaissance de 1946, et puis se sont organisées à partir de 1960 des fêtes retraçant à peu près tous les 2 ans le passage ou l'histoire des personnages qui ont animé la riche histoire de Gien. On a commencé par Napoléon III en 1960. Puis sont venus Louis XIV, où j'ai eu l'honneur d'interpréter Louvois. On vous voit à l'écran en photo. Certaines ont été très marquantes. Napoléon III, Anne de Beaujeu, François Ier, Saint-Louis. On a parlé des fêtes, on va en disséquer 2 des fêtes, parce que les 2 plus importantes, je pense, ce sont donc les fêtes Napoléon III et peut-être Anne de Beaujeu. On va déjà parler des fêtes Napoléon III. Pour Napoléon III, ce que l'on peut donner par rapport à Gien, quelques éléments de contexte, parce que la deuxième moitié du XIXe siècle à Gien est un moment charnière de l'histoire de Gien. D'abord parce qu'en fait, en 1862 sont inaugurées la gare, mais aussi l'hôtel de ville au centre-ville. Vous avez aussi 3 ports marchands, et puis on a la faïencerie de Gien. Et ensuite, notamment, c'est un débat qui a animé beaucoup les historiens locaux, c'est la question de Napoléon III, puisque Napoléon III était vraiment fervent défenseur de cette ligne Paris-Nevers à l'époque. Et beaucoup de personnes, et on dit souvent que Napoléon III s'est arrêté à Gien, l'instant de quelques minutes. Michel, je passe sous ton contrôle. Mais en tout cas, il s'est arrêté à Gien dans les années 1860-1870. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle cette fête historique a autant de sens à Gien. C'est vrai que c'est des fois un petit peu confus, l'histoire de Gien. On ne sait pas qui est venu vraiment, qui s'y est arrêté, qui est passé. Oh, il y a quand même... Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Non, pas forcément, mais le temps de passage de Napoléon, bon, effectivement, soit une demi-heure, soit une demi-journée, un certain nombre d'imprécisions qui subsistent. Anne de Beaujeu, dans une émission célèbre, on a dit qu'elle a passé quelques jours à Gien, un peu comme si elle était venue en week-end. Anne de Beaujeu a passé beaucoup plus d'années à Gien et a marqué Gien de son empreinte d'une manière extraordinaire. J'aimerais donner la parole à Antoine Estienne. Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de grands personnages qui sont venus à Gien, et ça très tôt dans l'histoire. Alors malheureusement, tous ces passages, tous ces personnages ne sont pas documentés intégralement, loin de là, parce que l'histoire est longue et que les archives se conservent généralement très mal. Donc on n'a pas tous les éléments. Mais on a un certain nombre de renseignements, effectivement, sur des grands personnages. Alors, on les a pas tous en tête, évidemment, mais on peut penser à des personnages comme Anne de France, bien entendu, mais François Ier, Louis IX, Philippe Auguste aussi, pour parler des plus célèbres. Ça a laissé quand même quelques traces dans les archives, y compris dans des archives qui sont quand même assez anciennes. Jean-Pierre, par rapport à l'organisation des fêtes, c'était un travail titanesque.
C'était un gros travail. Ça prenait, mon père prenait, il fallait presque 2 ans. Il pensait d'abord au spectacle du samedi soir. En général, c'était samedi soir. Et puis le défilé. Il fallait choisir les personnages. Il fallait mettre en scène. Et mon père aimait bien que ça soit fait dans les normes. C'est-à-dire qu'il faisait très attention aux costumes. Donc il allait visiter les costumiers. Hein, et un des principaux costumiers qu'il a connu, c'était à la maison Peignon de Nantes. Nantes qui était une très grosse maison et qui travaillait d'une façon exceptionnelle et qui a fourni, avec la télé, qui avait un groupe de costumes. C'était tous les costumes qui servaient pour les films, pour les séries. Voilà. Il y avait une osmose à Gien qui était très importante, qui félicitait le travail de mon père. Hein. C'était Sur les images qu'on voit en même temps que vous parlez, Jean-Pierre, les images qui sont tirées de ce film, Gien au fil de l'eau, on est très très étonné de voir déjà beaucoup de participants et effectivement un monde fou. Toutes les catégories sociales étaient représentées. Vous savez, on a de l'employé au directeur de société, surtout beaucoup de commerçants. Tout le monde participait. Alain, vous les avez vécues de l'intérieur, ces fêtes ? Oui, moi c'était plutôt de l'intérieur parce que je suis génois, j'étais génois, mais comme tout le monde, comme tous les génois, comme toutes les associations, on était de fait intégrés. Il fallait absolument participer à ces fêtes ou aller y assister et voir les défilés. La mairie était partie prenante dans les histoires. Naturellement, la mairie de Dr Boyer était partie prenante et laissait les services techniques à la disposition de mon père. C'était un gros travail de préparation. Il y avait des peintres, il y avait les décors à faire. Et les décors étaient faits par un artiste de la faïencerie. Oui, c'était Pierre Maître qui a fait beaucoup de décors et c'était impressionnant de le voir travailler parce qu'il travaillait avec... Alors, il y a un grand panneau et il travaillait avec des éponges. Sa spécialité, c'était un petit peu le trompe-l'œil et il excellait dans cet art-là. La ville, pendant le défilé, la ville était bloquée. Et donc, il y a un quart d'Allemands qui arrive à Sully, s'est retrouvé bloqué en Berry, au niveau du camping, et j'étais vraiment bloqué, il ne pouvait ni avancer ni reculer. Alors le responsable a dit, écoutez, on va aller voir, il y a une manifestation, on va aller voir. Ils ont assisté à la fête ou à l'arrivée peut-être de la fête, et ils étaient tout à fait contents. Et 2 ans après, le docteur, la mairie de Gien a reçu un coup de téléphone, savoir s'il y avait une nouvelle fête, parce que là, dans leur programme, ils inscrivaient leur visite à Gien pour assister à cette fête historique. Michel, les fêtes marquantes de Gien? Alors, pour moi, d'une part, il y a celles que je n'ai pas connues, parce que évidemment, je n'étais pas né. C'est 1934 et surtout 1946, les fêtes Renaissance qui ont été, à mon avis, les plus émouvantes et les plus marquantes de Gien, dans un Gien en ruine, complètement détruit, avec la participation de la ville de Nice, la marraine de Gien, avec la faïencerie, son char magnifique, etc. Dans celles que j'ai connues, moi je serais tenté de dire Napoléon III, et puis surtout Anne de Beaujeu, 1983. Anne de Beaujeu, Antoine, on peut resituer Anne de Beaujeu dans le contexte giennois? Anne de Beaujeu, d'abord, c'est Anne de France. Hein, en principe, elle ne s'est jamais appelée elle-même Anne de Beaujeu. Elle était dame de Beaujeu, du comté de Beaujeu, mais elle était avant tout fille de France, puisqu'elle est la fille de Louis XI. Et Anne de France, c'est quelqu'un qui est complètement à part dans l'histoire de notre pays à divers titres. D'abord parce que ça a été notre seul roi de France féminin, en quelque sorte. Alors évidemment, elle n'a jamais été sacrée reine ou roi de France, mais elle a tenu les rênes du pouvoir pendant presque une dizaine d'années après la mort de Louis XI, à partir de 1483. Anne de France, elle va être préparée très très tôt au pouvoir par son père, parce que Charles VIII, son frère cadet, il est gentil, si vous voulez, hein, mais c'est pas une lumière concrètement. Et donc Louis XI a très tôt détecté des talents, des dons intellectuels chez sa fille, qu'il va très très tôt associer donc au pouvoir. Alors Anne de France à Gien, très rapidement, hein, ça a été, sur le plan strictement local, ça a été quelqu'un de très important. Anne de France elle-même va reconstruire l'intégralité du château, elle va reconstruire la collégiale, elle va fonder 2
2 couvents, le couvent des Saintes-Claires et le couvent des Minimes. Elle va également restaurer le pont de Gien, donc ça a été quelqu'un de très important pour ça. Et puis elle va sans doute participer aussi d'une certaine manière à la redynamisation du commerce dans cette ville de Gien, qui est également une place commerciale très importante sur la Loire, avec la foire des cours de toute antiquité, qui est une des très 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 grandes foires de France. Alors Antoine, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les fêtes historiques, on ose tout. Et à Gien, lors du 5e centenaire d'Anne de Beaujeu, en 1983, lors des fêtes de 1983, on a fait arriver Anne de Beaujeu sur un bateau, figurez-vous. Oui, naturellement, dans le défilé de l'arrivée d'Anne de Beaujeu à Gien, on avait assemblé 2 bateaux, deux barges de bateaux, et on les avait décorés, tout ça, et on a fait descendre Anne de Beaujeu et une partie de sa cour sur ce bateau. Mais pour accompagner ce bateau, mon père avait imaginé de mettre de nombreuses petites lumières. On avait pris des bouteilles de plastique, mis un fond de sable et une bougie au centre. Et par contre, ces petites bougies ont continué. Elles ne se sont pas arrêtées au pont. Et donc, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont dispersés du côté de Nevoix, de Sully et autres lieux. On n'a pas eu, écologiquement parlant, c'était pas terrible. Et puis, on se permettait des choses que maintenant il serait impossible de faire. Pensez bien les personnages qui étaient habillés en costume, qui étaient assez lourds, qui étaient en velours, et alors sans aucun gilet de sauvetage, bien entendu. Donc il aurait eu un accident où le moteur n'avait qu'à tomber en panne, ne pas pouvoir tourner devant le pont de la Loire. Ça aurait été une catastrophe, d'ailleurs. Mais enfin bon, ça a été fait, il n'y a pas eu de problème. La Anne de Beaujeu est arrivée saine et sauve sur la plage du Berry. Ouf. L'associatif est très très important dans ce genre d'organisation. Est-ce qu'on pourrait refaire maintenant ce genre de fête ? Ces fêtes, notamment celle de 1946, ont eu lieu tout juste après la guerre. Bon, et là, Gien avait un besoin de s'extérioriser, de se rassembler, de faire la fête tout simplement. On pourrait se dire que au sortir du Covid, on pourrait peut-être essayer de... En tout cas, ça serait bon pour le moral de tout le monde. Oui, ça pourrait donner des idées. Antoine, quelque chose à rajouter ? Juste un petit mot rapide. C'est fait ce qui est très très saisissant quand on regarde en particulier les images de 1934, c'est vraiment très très présent. On sent qu'il y a une véritable liesse populaire autour de ces fêtes, et il y a quelque chose qui nous parle aussi d'une sociabilité qui a peut-être évolué depuis cette période-là, où on a des liens très forts entre les gens, et puis il y a un attachement également très très fort au lieu dans lequel on est né, dans lequel on habite, qui est peut-être moins vrai aujourd'hui dans la population d'une manière générale. Merci à tous d'avoir participé à cette nuit de la culture giennoise. On a parlé de fête, on va continuer à faire la fête avec le groupe Brandzing Trio qui nous interprète Bon Vent. Eh bien, pour la nuit de la culture giennoise, oui, les amis, je propose un morceau qui s'appelle Bon Vent. Ah bah tiens, très bon choix. Impeccable. Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est accordé? Oui. Bon. Les voiles, les bons vents. Et mettre les voiles, bon autant qu'un souffle se devine repasser à contre-courant. Les idées noires là des veines, et à part le chant des sirènes, que nous reste-t-il à présent? Glisser vers les rugissants, ou mettre les voiles, les bons vents.
faufuyant, tant d'autres vont s'avilissant, poussière dans les mains des gisants. Que nous reste-t-il à présent? Glisser vers les rugissants, ou mettre les voiles et bons vents. Mettre les voiles et bons vents, et mettre les voiles et bons vents, et mettre les voiles et bons vents. Les Brandzingues, avec le titre Bon Vent, qu'on retrouve d'ailleurs sur ce CD. On va faire les présentations. Hervé, guitariste. Eric, percussionniste. Freddy, bassiste. Et nous avons également Nicolas. Bonjour, oui, Nicolas, pianiste. Comment vous vous êtes connus tous les trois? Ah, c'est une longue histoire, on se connaît depuis très longtemps. Alors on va faire court. Est-ce que je peux raconter ou pas? Tu peux. Voilà. Vous allez raconter à trois voix. Voilà. Non, mais tout au départ, on était que Hervé et moi-même, on s'appelait Brandzingue. Et on avait besoin d'un percussionniste sur un morceau. Et j'ai dit, tiens, j'ai mon pote Eric, je vais lui demander s'il peut venir nous filer un coup de main. Et donc, je lui envoie ce qu'on faisait. Et il me dit, ouais, pas de souci. Puis il me rappelle quelques minutes après, il me dit, mais vous en avez d'autres des morceaux comme ça? Je dis, oh, bah oui, on en a plein, mais bon. Et puis le jour où on s'est vu pour répéter, pour mettre la percussion sur le morceau dont on avait besoin, bah, il avait bossé les autres morceaux et puis il veut plus s'en aller. Alors, voilà, et maintenant on s'appelle Brandzingue Trio. C'est une version. Qui peut plus se passer de moi? Nicolas, comment t'es-tu rencontré? Un matin devant la glace. Forcément, je connais Hervé et Freddy, puisque Freddy, on a joué ensemble, et Hervé, je les ai vus. Et donc, pour Eric, en fait, j'ai un souvenir au Caveau des Trois-Maries, à Orléans, d'un solo de djembé. Et c'était il y a très très longtemps et qui était assez époustouflant. Et c'était donc Eric à l'époque. Un groupe qui s'appelait Discrétion Assurée. Ça doit être ça. Voilà. Et ben moi, je joue dans différentes formations comme mes collègues. Donc, je joue par exemple dans un groupe de compas, musique haïtienne sur Orléans. Je fais beaucoup de salsa aussi, en quartet avec un percussionniste qui est pas très loin, Châtillon-sur-Loire. Un autre qui est sur Orléans et un bassiste. J'accompagne des chanteuses aussi et j'écris de la musique pour des enfants ou pour ces formations-là. Comment on vit la musique quand on est giennois? Pas forcément sur Gien même, mais on a une chance incroyable à Gien, c'est qu'on n'est pas loin de Orléans, Nevers, Paris. Voilà, c'est pas à Gien même qu'on fait forcément notre musique, quoi. Nicolas? Du coup, moi, c'est différent. Je suis aussi enseignant et intermittent du spectacle. Et après, c'est sûr que sur Gien, on est limité sur les endroits qui programment régulièrement. Après, il y a une saison culturelle. Mais après, forcément, dans ce genre de territoire, après, on est quand même obligé de s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir jouer. On est obligé de bouger, oui, de toute façon. Est-ce qu'on arrive, on arrive à en vivre? Jusqu'à présent, on y arrivait. Jusqu'à présent, oui, bien sûr. Oui, jusqu'à présent. Il faut multiplier les formations. Oui, on a tous, je sais pas pour Nicolas aussi, enfin on a tous différentes formations, différentes activités musicales. Vous connaissez tous en fait. Ouais. Plus ou moins, ouais.
On a vécu une période assez difficile. Je dis on parce que je pense à vous, en particulier vous les musiciens. Oui. Comment ça s'est passé la Covid, vous l'avez vécu comment? Ça a été radical. Hein. Tout s'est arrêté. En pleine tête, ouais, voilà. Tout s'est annulé dès début mars. Ouais. Voilà. On a fait un dernier spectacle début mars et après... C'était terminé. C'est terminé. Bon, après, on a fait quelques spectacles à l'arrache, parce que tout s'est annulé, ça c'est sûr. Mhm. Les gens qui devaient nous programmer l'été, etc., il y avait des festivals qui devaient nous prendre, on avait des projets. Tout s'est arrêté, et puis à la dernière minute, on a fait quelques prestations, mais très peu, quoi. Ouais. Nicolas? Au dernier moment. Bah, du coup, oui, comme tout le monde, ça s'est arrêté. Moi, en ce qui me concerne aussi pour les cours, donc les cours se sont arrêtés, les concerts. Alors là, on est déjà au deuxième confinement et en fait, je vis beaucoup mieux le deuxième que le premier. Je ne sais pas si c'est l'habitude. Je vais au troisième, au On finit par quatrième, s'habituer, au cinquième, bien sûr. Je sais que le premier, quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est super, on a plein de temps, je vais écrire plein de chansons, je vais tourner des clips chez moi et tout. Qu'est-ce que ça t'a Et aidé? en fait, j'ai rien fait du tout. Je pense, Oui, voilà. pas d'énergie, en fait, pas d'objectif non plus, pas de perspective. Pas d'objectif et donc pas d'envie. Oui, j'ai été dans le même état d'esprit que Nicolas. Je me suis dit, bon, bah tiens, autant en profiter pour. Et finalement, c'est l'énergie qui m'a... la motivation, enfin, ça a été un coup de massue terrible. Et puis les idées étaient plutôt et noires. Pour le quoi. coup, voilà. Oui, pour le coup, non... Vous qui êtes plutôt festif, oui, voilà, c'est sûr ça, que... vous trouvez des thèmes rigolos. Ouais, c'était moins facile. Oula. Et le deuxième, vous l'avez mieux vécu alors? Enfin, moi, pour Nicolas? l'instant, ça va mieux, hein, parce qu'on est dedans, là, en fait. Ouais, on en On sort. va bientôt en sortir, si tout va bien, mais moi, en tout cas, ça se passe mieux. Oui, j'ai envie de faire des choses. Mais je pense que c'est comme pour tout le monde. La première fois, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Hein. Bon, bah, la deuxième, on l'a vu venir. Donc on a eu le temps de se préparer. On a le droit de faire des résidences, tout ça. On a le droit de se réunir pour travailler. On n'a pas le droit de jouer devant du public. Oui. On n'a pas le droit, pour ceux qui donnent des cours, donner des cours en présentiel. Ouais. Mais le reste, on a quand même un peu le droit de préparer, quoi. Donc vous êtes bien tous d'accord là-dessus, en tout cas. Oui, le premier confinement vous a coupé les ailes, il n'y avait plus du tout de jus, plus rien du tout. Pas les seuls. On discutait même pas avec d'autres musiciens d'autres régions, enfin bref. Pour le coup, ils ont été comme nous, c'est-à-dire à part quelques-uns qui ont réussi à composer, créer, faire des choses, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, des amis, ça leur a coupé également les ailes. Le fait au fur et à mesure que les jours avancent et puis qu'on prend les coups de téléphone ou le spectacle s'annule, ça descend le moral. Ah oui, je me rappelais plus de ça, oui. Le moral, faut en avoir un bon pour résister. J'imagine, oui. Ah oui, tous les coups de fil, tous les jours. Salut, bah on va pas le faire. Bah oui, j'aime bien, clac. Oui, c'est vrai. Oui, on a eu beaucoup d'organisateurs au téléphone, mais pour annuler. Vous avez dû composer avec des interlocuteurs frileux aussi, peut-être? Il y en a eu qui ont remis, par exemple, on verra ça en septembre, on verra ça en octobre, et puis en septembre et en octobre, ils rappelaient... Vous n'avez rien vu? C'était pas pareil, ils arrêtaient, quoi. Ils prenaient pas le risque, voilà. On devait jouer là, c'est le 5 décembre, là, on avait une date, donc on attendait les annonces présidentielles, donc tout était pareil, c'était bon. Et finalement, c'est la mairie du pays où on devait jouer qui a dit on ne prend pas le risque, malgré les autorisations. Alors là, par contre, ça m'a mis un coup au moral parce que malgré le semi-déconfinement, les organisateurs ne sont pas enclins à se projeter dans l'avenir, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, j'ai vécu autre chose aussi, parce qu'à Sully-sur-Loire, il y a les fêtes historiques tous les ans, là où il y a 2000 participants, enfin, et puis il y a, je sais pas combien, 50 000 personnes ou sur 1000. Et voilà, moi, je suis un habitué de ça, parce que bon, je fais de la musique avec Brandzingue, aussi avec d'autres gens. Et le maire de Sully, qui a d'ailleurs attrapé le Covid, il nous a pris quand même, c'est-à-dire qu'on était 4 dans la rue. Et puis c'était une façon aussi d'animer un peu la manifestation, d'annuler. Nicolas? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de faire quelques dates cet été, en fait. Parce qu'il y a quand même des gens qui, au dernier moment, quand on a eu le droit, ont organisé des choses. Donc, des endroits qui programment, je pense, plus ou moins habituellement. Sur Cerdon-en-Berrouille, il y a le Saint-Loup, qui fait une programmation, normalement, toutes les semaines. Donc, il y a des petits endroits comme ça dans lesquels on a pu jouer. Mais a priori, c'est plutôt annoncé fin janvier. Du coup, retour des concerts dans les salles. Alors après, ce qu'il peut y avoir aussi, cet été, il y avait aussi le public qui pouvait être frileux, je pense. Il y a quand même un sentiment de peur de la part des gens. C'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, ça, le public, effectivement. Et du coup, je pense je sais que je fais pas mal de choses chez l'habitant. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est programmé parce que même les gens qui font ça chez eux, ils se disent peut-être que les gens ne vont pas vouloir venir, en fait.
Le fait de tourner et d'aller chez les gens, ça c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire avant ? Moi, ça se fait pas mal en fait. Il y a pas mal de gens qui font ça, je pense, pour des petites formules. Parce que du coup, on est très près des artistes et c'est très sympa, je pense. On sort progressivement du confinement, on espère mettre tout ça bien derrière nous et plus y penser. Vous voyez l'avenir comment ? Avec un grand point d'interrogation. Ce que je te dis, voilà, c'est la frilosité ambiante qui me fait peur. Parce que même, voilà, personne ne prend de décision pour fixer des dates. Il y a des trucs on a des options en janvier, février, etc. Mais oui, on ne sait pas. Enfin voilà, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Enfin, pour nous, c'est l'inconnu total. Je ne sais pas pour toi, Nicolas. Tout le monde va avoir envie de faire la fête. Je l'espère pour vous, oui, bien sûr. Et vous allez avoir envie de faire la fête avec eux, forcément. Ah oui. On parlait tout à l'heure, on a vu vos CD respectifs. Vous avez en tête d'en produire un nouveau très prochainement ? Vous avez de la matière, tous, les uns les autres ? Oui, de la matière, on en a, de la matière grasse. Ça, c'est l'effet confinement. C'est le confinement. Le problème du CD, c'est que on le fait plus pour nous que pour le... Parce que ils se vendent plus. Les gens n'achètent vraiment très CD. Quand je dis CD, je pensais évidemment même de la musique dématérialisée. Oui, mais c'est là où ça devient compliqué. Tu peux être sur les réseaux, toutes les plateformes, mais ça te rapporte rien. Oui, donc ça c'est encore une barrière supplémentaire pour vous. Parce que ça coûte aussi cher d'enregistrer, que ce soit pour un CD ou pour n'importe quel support. Mais quand derrière, il n'y a pas de vente, ça fait un investissement. Alors on s'en sert plus maintenant comme carte de visite. Pour la promotion. Voilà, qu'est-ce que vous faites ? Tiens, c'est notre dernier CD, écoutez, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Voilà. Nicolas ? Alors moi j'avais prévu d'en enregistrer un en décembre. Ah, bonne date. Mais qui va être décalé du coup. Donc c'était en piano solo. Du coup, après, forcément, il y a l'optique. Au niveau distribution, je pensais me passer des plateformes en fait. C'est ce que disait Hervé en fait. C'est pour moi, après c'est aussi pour diffuser ma musique. Mais peut-être après trouver des concerts et le vendre à la fin des concerts plutôt que chercher à ce qu'il soit écouté partout dans le monde. Et donc je pense que ça va être décalé sur 2021. L'idée c'était de l'enregistrer à Bordeaux dans un studio. Ils ont acheté un très joli piano. Nous allons maintenant regarder une prestation faite par Julie Weiss. Elle est danseuse, nouvellement diplômée. C'est une Giennoise. Et elle va évoluer dans différents endroits de Gien qui ont été filmés il y a quelques jours, sur une musique de toi, Nicolas. C'est ça, en fait, quand le projet s'est créé, donc il y avait cette intervention de la danseuse, et j'ai proposé d'écrire la musique pour sa performance. Et il y a 3 ambiances, en fait, qui vont s'enchaîner, qui vont faire une seule pièce musicale pour elle. Donc on peut dévoiler les choses ou pas ? Est-ce qu'on la regarde plutôt ? Eh bien, regardons-la.
Bravo, Julie. Julie, félicitations, bravo pour cette magnifique prestation. Merci beaucoup. Vous avez reçu la musique que Nicolas a composée spécialement pour vous. Oui. Et vous avez après chorégraphié. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. On en a discuté ensemble. Donc moi, je lui ai dit que je voulais procéder par improvisation, par manque de temps. Donc on a vraiment fait ça en pensant au lieu, à la danse, à tout ce que ça pouvait transmettre. Et donc il m'a envoyé son premier morceau que j'ai validé, puis le deuxième. Et à chaque fois, on trouvait un lieu en rapport avec l'ambiance du morceau. En tout cas, c'est une belle démonstration de la jeunesse pour ce nouveau plateau. On va faire les présentations. Je suis Justine, j'ai 24 ans. Je suis aujourd'hui chargée de marketing à l'Office de tourisme de Gien. Eh bien, moi, Kevin, 30 ans. J'ai repris il y a un an la pharmacie à Gien. Alors, j'ai pas le droit de dire de nom, donc je vais tomber. Ah bah oui, c'est compliqué. Oui, les pharmaciens n'ont pas le droit de faire de la publicité. C'est exactement ça. Effectivement. Donc moi c'est Chloé, j'ai 26 ans, ça fait du coup 7 ans que je suis partie de Gien, mais toujours un pied ici, notamment avec mes parents qui vivent toujours à Gien. Moi c'est Philippe, donc je suis arrivé il y a une douzaine d'années à Gien et actuellement je suis gérant d'une société dans le bâtiment. Donc moi Julie, j'ai 22 ans, je suis née à Gien et j'ai fait toute ma scolarité à Gien. À part Julie et Chloé, les autres, vous êtes arrivés à Gien par quel hasard? Par le hasard de la recherche d'emploi. Quand j'ai été diplômée d'un master de tourisme fin 2019, l'offre d'emploi de l'Office de tourisme de Gien correspondait à ce que je recherchais. Ils ont choisi de me faire confiance et je me suis dit, allez, je me lance, je pars à l'inconnu. Eh bien moi, c'est par opportunité professionnelle et puis j'avoue que le cadre ne me déplaisait pas, donc j'ai foncé. Je suis sud-américain, donc je viens du Pérou et je suis arrivé à l'âge de 12 ans et demi. Chloé, vous êtes née à Gien, mais vous êtes partie de Gien parce que une fois avoir fini vos études, il n'y avait plus de possibilité pour vous d'évoluer, c'est bien ça? Exactement. Malheureusement, ce qui peut se constater, c'est qu'à la fin du lycée, il y a peu d'opportunités professionnelles en études supérieures pour les étudiants giennois. Mais effectivement, c'est pour ce premier constat que je suis partie. Mais je suis très contente de revenir à chaque fois à Gien, parce que quand on habite une grande ville comme Bordeaux, ça fait du bien aussi de rentrer à la campagne, de respirer l'air un peu plus sain. Julie, vous avez la même impression après les études? Vous êtes partie vous aussi ou comment ça s'est passé? Oui, alors moi, vu que j'ai fait un choix un petit peu original, j'ai cherché par moi-même en fait où est-ce qu'on voudrait bien de moi, où est-ce que je pourrais postuler, auditionner, etc. On aimerait parfois au lycée être un petit peu plus informé de toutes ces choses-là en fait qui ne sont pas forcément mises en valeur dans un cursus général. Philippe, vous avez créé une entreprise ici. Exactement, oui. Je me suis installé dans le bassin giennois parce que le bassin giennois a besoin d'une rénovation au niveau des useries et dans d'autres corps de métier. La situation géographique de Gien est intéressante. Elle est proche du 18, elle est proche du 41, elle est proche d'Orléans, elle est proche de Paris. Donc ça permet d'atteindre une très grande clientèle avec pas forcément beaucoup de ressources dans un premier temps. Oui, parce que vous travaillez aussi pour l'écologie. Alors, je travaille avec l'écologie, pas pour l'écologie, comme nous tous. Ça peut paraître très prétentieux, mais actuellement, je pense et je suis persuadé même qu'on est dans un virage. C'est-à-dire que si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on ne pourra plus le faire. L'écologie, ce n'est plus trier, ce n'est plus ne pas acheter son mégot par terre, ce n'est plus taxer les grands pollueurs. L'écologie, maintenant, c'est le quotidien. Et on a besoin d'ancrer l'écologie, ancrer les diminutions d'énergie dans notre quotidien. Le bâtiment, c'est vecteur. Nos métiers et nos responsabilités à côté, et avec les temps qui sont passés, c'était pas évident de pouvoir tout jongler et mesurer. Vous parliez de cette période qu'on vient de tous de traverser, qui n'a pas été une période facile. Comment vous l'avez vécu, vous ? Comme je vous l'expliquais, je viens de Bordeaux et c'est vrai que j'ai pas pris le temps en fait de réfléchir à ça. Je me suis tout de suite dit, vivre toute seule dans un appartement en pleine ville quand les déplacements sont pas autorisés, ça allait être compliqué. Donc c'est pour ça que là encore, Gien a un cadre de vie qui est quand même très agréable puisque dans un jardin avec la forêt, les bords de Loire, c'est tout de suite plus agréable pour vivre ce genre de confinement et d'expérience un peu inédite. Ouais, exactement.
Alors moi, du coup, je peux comparer parce que j'ai vécu mon premier confinement en métropole et mon deuxième confinement à Gien. Et ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'au niveau, par exemple, tout simplement de l'approvisionnement, des courses, tout ça, je trouve ça beaucoup plus zen dans une ville comme Gien. À 1 kilomètre de chez moi à Gien, c'est quand même plus joli qu'à 1 kilomètre de chez moi en métropole, il n'y a pas à dire. Se promener le long de la Loire, ça fait toute la différence. Et après, au niveau de la connectivité, le réseau est quand même excellent à Gien. La fibre se développe actuellement à Gien, ce qui fait que Gien n'est pas une ville rurale comme les autres. Pour vous, c'est différent, parce que vous avez ouvert boutique. Nous, oui, voilà, on a été dans l'incertitude la plus totale et on était tous les jours ouverts et on ne savait pas du tout où on allait et on a capté, là je parle en tant que professionnel de santé, la peur et le stress des gens que nous-mêmes, on n'avait pas forcément les réponses et les mots justes pour rassurer et pour assurer un lendemain meilleur à tout le monde. Philippe, vous ? Au niveau du travail, ça n'a pas changé grand-chose. Pour ce qui est de la vie de tous les jours, je pense que je l'ai vécu comme la plupart des jeunes génois. C'est-à-dire que ça n'a pas été un poids fatal pour moi. Il y a eu des changements, il y a eu des habitudes à prendre. Mais finalement, comme on l'a dit, on a la chance d'habiter dans une petite ville qui nous permet quand même d'avoir presque tout à portée. On peut sortir à 1 kilomètre, on a quelque chose à faire. Ça reste quand même moins anxiogène que de se retrouver dans un appartement de 20 mètres carrés tout seul à Paris. Plus on se fait enfermer, plus on a envie de sortir et de faire des choses et des projets. Donc c'est sûr que oui, j'ai plein de choses en tête que j'aimerais faire en tant qu'artiste, faire le spectacle et en tant que spectateur en fait, parce que c'est super nourrissant et je trouve ça très important même pour l'ouverture d'esprit et la décharge émotionnelle de se nourrir de spectacles, de culture, de cinéma, de tout ça en fait. Gien, vous aimez cette ville, hein, je pense que vous êtes tous unanimes là-dessus. Il y a quand même malgré tout quelque chose que vous aimeriez peut-être y trouver et qui n'y est pas encore. À mon sens, il faudrait peut-être développer des lieux pour se retrouver entre jeunes, notamment aussi pour tout ce qui est business, peut-être des lieux d'after-work pour travailler, mais ensemble, en synergie. Je pense que ce qui manque ici, ce serait en effet un espace de coworking, un genre d'incubateur de start-up pour tous ces jeunes comme nous, comme vous, qui ont des idées, qui en veulent. Il faudrait qu'on ait un endroit où ils puissent lancer leur start-up entourés de professionnels pour les aider à faire leur business plan, à trouver leurs investisseurs. On est quand même à Gien dans une ville qui est rurale, donc ils pourraient bénéficier des loyers modérés de campagne, mais en même temps d'une bonne connectivité, comme je disais tout à l'heure, et aussi de la proximité avec Paris, ce qui fait que malgré que leur entreprise, leur start-up sera localisée à Gien, ils pourront se permettre d'avoir des rendez-vous commerciaux et des prestataires à Paris. C'est quand même pas négligeable. C'est vrai qu'on n'a pas à rougir des grosses villes qui nous entourent, en tout cas à les envier, puisqu'effectivement on peut faire de belles choses ici. Des lieux culturels, des choses qui ancrent Gien, en tout cas comme une ville autonome et en tout cas qu'on se sente fier d'y être en tout cas. Pour la culture, je pense que vous êtes d'accord, Julie, il manque quelque chose peut-être Oui, de la pub aussi, de la communication, savoir ce qui se passe au centre socioculturel en ce moment, savoir, cet artiste va faire un concert ici. Parfois, on n'est pas au courant et on est juste déçu de l'avoir raté, en fait. En vous écoutant, j'ai l'impression que Gien, en fait, c'est une espèce de petit satellite autour duquel gravitent tous les gens du coin, en gros. C'est pas l'impression que moi j'en avais, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu mort, mais j'ai l'impression que c'est ce que je crois comprendre. Les frontières de Gien ne sont pas les frontières de la ville. Je pense que la population, en tout cas la population jeune, se réfère souvent à Gien. Après, oui, peut-être un manque de communication flagrant, dans le sens où il y a des choses qui se font, mais qui passent peut-être inaperçues. Mais en tout cas, c'est une ville avec plein de potentiel. C'est une jolie ville. On a des jolis paysages. Il fait bon se promener, que ce soit en hiver comme en été. On trouve des restaurants, on trouve des bars qui marchent bien. Et puis, moi, je suis moins pour le afterworking parce que quand j'arrête de travailler, j'aime bien arrêter de travailler et rentrer chez moi. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous parce qu'on va regarder ensemble maintenant la bande-annonce d'un spectacle de Françoise Zabaleta qui s'appelle Chien perdu. Et on va regarder la bande-annonce de ce spectacle. Et on se retrouve juste après car on n'a pas fini et on a encore des choses à vous dire. À tout de suite. Chien perdu est une histoire d'amour dont le troisième personnage est un micro. Les deux autres personnages, bien sûr, sont des gens qui s'aiment. L'un est un homme, l'autre aussi.
L'un s'appelle François, l'autre Luther. L'un a 51 ans, l'autre 48. L'un est français, l'autre américain. L'un vit dans une petite ville du centre de la France, l'autre à San Francisco. L'un est cinéaste, l'autre architecte. L'un est célibataire, l'autre non. L'un est d'origine espagnole, l'autre d'origine mexicaine. L'un et l'autre se connaissent depuis 19 ans. L'un et l'autre s'aiment en secret depuis 19 ans. Pourtant, ils ne se voient qu'une fois par an et seulement quelques jours, parfois quelques heures. Pour que perdure le miracle du sentiment partagé, ils développent une intimité virtuelle. Chaque nuit, ils se parlent. Ou plutôt, ils parlent chacun leur tour. Pour s'adresser à l'aimé, ils s'adressent à un micro. Chaque nuit, ils correspondent grâce à une boîte aux lettres audio. Chaque nuit, ils enregistrent le message vocal qu'ils envoient dans le cyberespace et auquel l'autre, décalage horaire oblige, ne répond qu'une dizaine d'heures plus tard. Ils se parlent en différé, ils s'aiment en différé. Ce qui était un pis-aller devient un mode de vie. Au début, ils s'écrivent des lettres, se téléphonent, s'envoient des cassettes. Désormais, ils s'échangent des emails, des SMS, des MMS, des chansons, des films, des baisers webcam. Quand l'un parle, l'autre dort. De part et d'autre du monde, ils monologuent face à leur écran d'ordinateur, un micro-casque sur les oreilles. Chien perdu est une élégie sur le proche et le lointain, l'histoire d'un amour au temps du web confessionnal. Voilà la bande-annonce donc du spectacle de Françoise Zabaleta, Chien perdu. Vous le verrez bientôt, ce spectacle en vrai, sur scène. Ben voilà, il est maintenant temps presque de nous quitter, mais je voudrais redonner la parole à Julien parce que nous devons de remercier ceux sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu, c'est-à-dire nos partenaires. Oui, tout à fait, Jean-Marc. En fait, cette émission, elle s'est faite d'abord en 2 semaines, elle s'est faite bénévolement, et elle a été possible et rendue possible grâce à un nombre important de partenaires. Et donc, je vais commencer par ce qu'on pourrait appeler finalement les petits partenaires qui nous ont donné des coups de main. Alors, tout d'abord, je pense notamment à Caveloire et Millésime à Briard, un caviste qui va nous permettre du coup de faire un petit pot à la fin de cette émission, mais aussi une avant-première, donc c'est important. Mais aussi Françoise Ringdet qui a cousu les masques. Donc ce sont des masques vraiment fait main et fait maison. À cela s'ajoute l'atelier de Lily, non loin de Bois-Morand, qui a fait du coup le flocage du masque, le logo que vous voyez ici. Donc ça c'est pareil, c'est fait maison et ça nous fait plaisir de faire travailler entre guillemets les artisans locaux. À cela s'ajoute Indémodable qui nous a permis notamment de gérer toute le transport des masques qui a pas mal géré sous l'intendance. Donc merci maman, d'une certaine manière. Enfin, Bricomarché Gien parce qu'ils nous ont mis à disposition un camion utilitaire pour transporter le matériel, etc. C'est quelque chose qui a été important. Bien sûr. Comme une image. Qui a donné tout son matériel pour le montage de cette émission.
Une autre petite boîte qui s'est ouverte très récemment et sans qui ça n'aurait pas été possible. Il est à ma droite et ils sont à ma droite. C'est l'atelier des photographes, ouvert du coup rue Gambetta, 1 bis rue Gambetta. Si vous voulez faire vos photos de profil, de face, de mariage, de naissance, toutes les photos possibles. En tout cas, je vous laisse le présenter. Ouais, c'est un studio qu'on vient d'ouvrir avec Samuel. On est très content d'avoir un lieu physique parce que c'était pour nous quelque chose d'important. Proposer des services et des prestations qui depuis quelques années n'étaient plus présentes sur le Giennois. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir vos photos, elles sont très artistiques et vraiment très jolies. Merci. Et un dernier petit partenaire avant peut-être de passer au grand partenaire. Mais moi j'aimerais aussi remercier Samuel pour les superbes images de drones qui nous ont bercé pendant toute l'émission parce qu'on en a vu beaucoup et je pense qu'on ne s'en lasse pas et je voulais vraiment le remercier parce que elles sont vraiment magnifiques et je pense que tout le monde vous le dira. Et c'est vrai qu'entre le coucher de soleil, Gien au coucher de soleil avec la Loire qui passe, c'est quelque chose de très esthétique et c'est vrai que le drone permet de mettre en valeur le patrimoine local. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir qu'on a eu de faire ces images et de mettre en valeur Gien et la Loire et son patrimoine. Et alors, pour revenir du coup au partenaire, parce que c'est important vraiment de n'oublier personne, Louis Mossan, du coup mon ami de toujours, il se reconnaîtra, qui a du coup fait pas mal de visuels aussi, par exemple le logo de cette émission, le logo, le visuel du programme et tant d'autres images. Donc merci Louis pour ton travail. Et enfin, les 2 grands partenaires, si vous voulez, les grands partenaires, ce sont ceux qui ont vraiment financé l'émission. Donc l'Office de tourisme de Gien que vous avez vu et rencontré à travers Justine, qui l'a représenté tout au long de cette émission. Et puis le Rotary de Gien-Sully, représenté par du coup Alain Reculé qui est avec nous ce soir sur le plateau. Bon, comme vous le savez, le Rotary est un groupement mondial qui regroupe des clubs éparpillés dans 165 pays dans le monde. Oui. Mais chaque club est indépendant et mène ses actions localement comme il l'entend. Ce soir, je voudrais vous parler d'une action que nous menons depuis quelques années qui s'appelle Connex Cité. Connex Cité, c'est une brochure qui regroupe 2800 adresses de professionnels. Toutes les adresses dont on peut avoir besoin dans la vie courante et qu'on ne trouve plus dans les annuaires papier puisqu'il n'y en a plus. Nous avons recensé des adresses sur les 5 cantons qui sont autour de Gien. Nous changeons de président tous les ans. Et chaque année, le président choisit un thème. Cette année, c'est une présidente, Florence André, et elle a axé son action sur l'enfance. Donc, pour trouver des moyens dans ces moments difficiles, on ne peut pas organiser comme on a l'habitude de le faire. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a organisé une méga tombola avec des méga billets. En effet, on ne peut pas les louper. Et des mégalos. Merci pour votre participation et merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Ouais, je pense qu'on peut tous remercier Julien de nous avoir réunis autour de cette émission. C'était quand même une très belle expérience, en tout cas pour ma part, et je pense qu'elle est partagée par tout le monde. Donc pour ça, un grand merci. Il n'y a pas un truc de genre, si l'émission vous a plu, tapez un, on en refera une autre, sinon... Alors ils n'ont pas besoin de taper un ou deux, mais s'ils sont vraiment très très nombreux à nous regarder ce soir, et s'ils nous le font savoir, eh bien peut-être qu'il y aura un numéro 2 très prochainement. En tout cas, merci de nous avoir suivis, et qui sait, à très bientôt.